Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour un nouveau journal sur Molière Canal qui démarre par les sommaires. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a invité ses homologues Evariste Ndayishimiye du Burundi, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda à un mini-sommet qui se tiendra à Goma, au Nord Kivu, au cours de ce mois de septembre 2020. Et puis, toute exonération fiscale, non fiscale et douanière octroyée par simple lettre ou sans arrêté ministériel émis selon les procédures légales doit être annulée sans aucun délai, a décidé le Conseil des ministres du vendredi 4 septembre dernier sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est ici et maintenant. Encore une fois, bienvenue à tous. Sécurité, développement, échanges commerciaux et la santé. Voilà les points inscrits au prochain mini-sommet Rwanda-RDC, Ouganda et Burundi, dont la date reste à déterminer. Ceci est l'idée du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises se tiendront dans la province du Nord Kivu. Je vous convie à suivre les commentaires de Gérard Isaac Sangwa. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a invité ses homologues Evariste Ndayishimiye du Burundi, Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni de l'Ouganda à un mini-sommet qui se tiendra à Goma au Nord Kivu. Selon les informations d'une source concordante, les travaux se tiendront en ce mois de septembre, mais la date reste à informer. La rencontre établira sur des questions de sécurité, de développement, des échanges commerciaux et de santé. Ce mini-sommet est une initiative du président congolais Félix Tshisekedi qui n'est pas à confondre avec la quadripartite classique. Déjà, les émissaires de Félix Tshisekedi ont été déployés dans la sous-région pour clarifier l'agenda et les questions précises qui seront au cœur des échanges. Cette rencontre sera une occasion pour Evariste Ndayishimiye de présenter ses institutions et sa vision. L'ancien chef d'état-major adjoint des nouvelles forces de défense nationale du Burundi a succédé à Pierre Nkurunziza à la tête de son pays. Autre titre des nouvelles dans cette édition du journal, toute exonération fiscale, non fiscale et douanière octroyée sur base d'une simple lettre ou encore un arrêté ministériel ne sont pas conformes. Ainsi en a décidé les conseils des ministres tenus récemment par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, retrouvons les commentaires de Gérard Isaac Sangwa. Toute exonération fiscale, non fiscale et douanière octroyée par simple lettre ou sans arrêté ministériel émis selon les procédures légales doit être annulée sans aucun délai, a décidé le Conseil des ministres du vendredi 4 septembre dernier sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette décision intervient à la suite de résultats préliminaires de l'examen des exonérations et allègements fiscaux réalisés par l'Inspection générale des finances. Les résultats préliminaires de l'examen des exonérations et allègements fiscaux ont été présentés aux membres du Conseil par le chef de l'État. Les 10 résultats préliminaires relèvent de certaines exonérations et allègements fiscaux, quoi qu'est prévu par la loi, ont été octroyés en violation de la réglementation en vigueur. À cet effet, l'exécutif attend des membres du gouvernement concernés d'annuler sans délai toute exonération et allègements fiscaux en cas de violation de la loi, notamment ceux octroyés par voie de simples lettres ou à l'absence d'arrêté interministériel intervenu dans le respect de la loi. Pratiquement 9 mois maintenant depuis que l'OMS a déclaré officiellement l'existence de la pandémie à coronavirus, cette épidémie qui a paralysé toutes les activités tant commerciales qu'économiques partout au monde. Je vous convie à suivre encore une fois ces commentaires signés Beki Kassongo. C'est depuis le 30 janvier 2020 que l'Organisation mondiale de la santé OMS avait déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Quelques jours plus tard, l'OMS était revenue pour donner le nom du nouveau virus causé par ces nouveaux coronavirus, Covid-19. Un mois après, l'OMS va requalifier l'épidémie en pandémie. Pour rappel, la pandémie de Covid-19 avait débuté en Chine centrale, dans la province de Wuhan, en décembre 2019. Quelques temps après, les autorités sanitaires chinoises avaient annoncé officiellement la découverte
découverte de cette pandémie le 7 janvier 2020. Depuis plus de 9 mois maintenant qu'est apparue cette pandémie mortelle qui a réussi à paralyser toute l'économie mondiale qui jusque-là est loin d'être éradiquée. En RDC, le cumul des cas positifs au Covid-19 est de 10 210 cas, dont 511 actifs, 9 439 guéris et 250 décès depuis l'annonce de cette pandémie sur les territoires congolais. Pour matérialiser son plan opérationnel des recensements des populations en République démocratique du Congo, dont les fichiers généraux devraient être disponibles au plus tard en décembre 2022, l'Office national d'identification de la population envisage d'obtenir 350 millions de dollars américains pour finaliser cette étude démographique qui ne semble pas convaincre certains activistes de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Suivez. L'Office national d'identification de la population a dévoilé le mardi 1er septembre 2020 dernier son plan en ce qui concerne le recensement général de la population qui devrait se clôturer avant les élections prévues en 2023. L'ambition est de procéder à un recensement général de la population, l'acte patriotique tant attendu dans la société congolaise. L'ONIP envisage d'obtenir 350 millions de dollars pour matérialiser son plan opérationnel, dont les fichiers généraux devraient être disponibles au plus tard en décembre 2022. Approché, un activiste des droits de l'homme qualifie la démarche d'une stratégie totalement voilée pour retarder les rendez-vous électoraux en 2023. L'erreur qu'il faudrait corriger aujourd'hui, c'est que les élections doivent avoir lieu impérativement en 2023 et les élections ne doivent pas être conditionnées par la fin du recensement. Parce qu'on sait que le recensement pour un pays comme la République démocratique du Congo ne prendrait pas moins de 3 ans. Ça, c'est plus ou moins établi. Le recensement pour une population d'un pays assez vaste comme la République démocratique du Congo, avec des difficultés d'accès dans certaines contrées, dans les villes, dans les villages, et dans certaines cités, il est évident que cela va prendre encore un peu de temps. Mais ça ne doit pas être un obstacle pour ne pas tenir les élections. Parce que, je l'ai dit ici, les recensements portent sur l'ensemble de la population. Donc, même les bébés, les enfants d'un jour, ils doivent être recensés. Par contre, les élections concernent les personnes en âge de voter. Pour rappel, le dernier recensement au pays remonte à 1984 sous le régime Mobutu. L'état inamovible du taux d'échange sur le marché bientôt une semaine pour l'ensemble du pays. Ceci est un acquis validé positivement par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba lors de la dernière réunion du comité de la conjoncture économique en République démocratique du Congo. Cette problématique est encore analysée davantage par certains experts du secteur économique au pays. Suivez. Depuis la signature du pacte de stabilité monétaire entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement, les acquis de ces protocoles d'accord semblent être satisfaisants, surtout avec l'état inamovible de taux d'échange, bientôt une semaine, sur l'ensemble du pays. Ces affirmations émanent du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba lors de la réunion avec les membres du comité de la conjoncture économique le mardi 1er septembre 2020 dernier à l'immeuble du gouvernement pour apprécier la situation économique du pays. Contacter un expert des questions économiques analyse et donne les stratégies d'équilibrer la monnaie congolaise. L'État doit avoir des devises, mais les noms de devises ne doivent pas être à tout moment cités. Parce que les cambistes, eux, ne visent que leur intérêt, ne visent que leur marge bénéficiaire. Donc, ce qui a stabilisé notre monnaie, il y a aussi les rapatriements que l'État a essayé de parler avec les exportateurs bien. Une fois à l'exportation, ils vendaient leurs produits, ils doivent rapatrier chez nous 60%. Donc nous allons plus nous focaliser sur 60%. C'est ce qui va un peu stabiliser notre monnaie et la mobilisation des recettes. Là, nous pouvons vivre même un tout petit peu normalement comme les autres pays vivent. Donc le grand problème, notre économie est extravertie. Notre économie est tournée vers l'extérieur, c'est ce genre de choses que nous vivons, mais néanmoins nous avons opté pour une bonne méthode de rapatriement des 60% qui va nous aider, qui continue à nous aider jusqu'à stabiliser un peu notre monnaie. Il ressort de cette réunion que l'évaluation de la situation économique est inquiétante au plan mondial et cela risquerait d'impacter l'économie nationale.
Le respect des mesures barrières dans certains milieux religieux est une pratique qui continue à prendre de l'ampleur depuis la réouverture des activités dans ces secteurs. Je vous convie à suivre ces reportages signés par Lisette Sichou. Déjà 3 semaines en ce dimanche 6 septembre 2020 sur la réouverture des lieux de culte en RDC depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire par les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo suite à la pandémie à coronavirus qui a assiégé les pays. Dans certaines églises, l'observance de mesures barrières est opposable à tout croyant de la porte d'entrée cas de l'église Nicodème. Maintenant, on essaie de s'adapter. Nous ne faisons que respecter les mesures barrières. Même si nous prions, nous devons quand même respecter question d'éviter certaines maladies. Tandis qu'au sein de certaines confessions religieuses, la tenue de culte est de prime abord précédée par la désinfectation à l'intérieur des églises. Nous savons qu'il y a toujours eu quoi. S'il y a les gens qui seront juste infectés, et là, il y a les gens qui peuvent juste rester en l'air. Alors, la raison pour laquelle, après le culte, vu que nous sommes réunis, il y a eu juste cette promiscuité des gens. Nous devons juste faire la désinfection pour quelques minutes pour qu'il y ait juste l'air sain. Fin de cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Je vous convie à suivre maintenant la page magazine juste après cette édition du journal. Et à la prochaine. En partance pour Kolwezi, dans le Lualaba, dans le cadre de son séjour de travail dans le Grand Katanga, le vice-ministre du budget, Félix Momat, a été reçu le samedi 21 août 2020 par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Envoyé par le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudin-Mayo, le professeur Félix Momat est allé tenir un séminaire budgétaire dans le Lualaba en vue d'accompagner les 4 provinces de l'espace Grand Katanga, à savoir le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Lualaba et les Tanganyika dans l'élaboration des édits budgétaires exercice 2021. Je suis de passage dans la province du Haut-Katanga, en partance pour la province du Lualaba à Kolwezi, dans le cadre d'une mission envoyée par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, pour accompagner les provinces de l'espace Katanga, les 4 provinces, dans l'élaboration des édits budgétaires exercice 2021. Le ministère du Budget s'est fixé entre autres comme objectif 0 fictif dans le fichier de la paye. C'est l'objectif que le vice-premier ministre s'est fixé. Et le Premier ministre nous a instruit d'atteindre cet objectif d'ici décembre 2020. Aussitôt arrivé à Kolwezi, Félix Momat s'est dirigé au gouvernorat provincial de la capitale mondiale du cobalt où il s'est entretenu avec le numéro 1 de la province, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans. Je suis arrivé ce matin à Kolwezi pour un atelier budgétaire qui portera sur l'accompagnement et le suivi de l'élaboration des édits budgétaires pour l'exercice 2021 en ce qui concerne ces contraintes légales et réglementaires, mais aussi pour une campagne d'assainissement du fichier de la paye des agents fonctionnaires de l'État. Le 24 août, le vice-ministre du budget a donné le coup d'envoi de l'atelier dont les travaux sont allés jusqu'au 27 août 2020.
C'était en présence de Fifi Masuka, vice-gouverneur du Lualaba. Mesdames et messieurs, la question de la paix étant toujours épineuse jusqu'à ce jour dans notre pays, j'en appelle instamment à tous les participants de bien vouloir s'approprier de cet atelier, de rester attentifs, assidus et ponctuels pendant toute la période de formation prévue. D'où l'importance de ces séminaires qui visent à permettre aux acteurs impliqués dans les processus d'élaboration du budget à améliorer la présentation de leurs documents budgétaires ainsi qu'à rendre crédibles et transparents les processus de l'exécution du budget. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, je déclare ouverts les travaux du séminaire atelier sur l'accompagnement de l'élaboration des édits budgétaires et la sensibilisation sur l'assainissement du fichier de paie des agents et fonctionnaires de l'État. Ces séminaires d'accompagnement des provinces de l'espace Katanga a connu la participation de plusieurs experts, notamment le ministre provincial du Budget et Finances du Lualaba, Trésor Mouyeye, et le ministre des Finances du Katanga, Momat Kakoudji, qui ont exposé sur la problématique budgétaire et financière en province, cas de la province de Lualaba, mais aussi le partage d'expériences et débats orientés sur la problématique budgétaire et financière des autres provinces. Cette grande rencontre a débouché à plusieurs recommandations formulées aussi bien à l'intention du gouvernement central que le gouvernement provincial, à savoir la mise en place d'un cadre permanent de concertation interprovinciale en matière budgétaire et financière, la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État remplissant les critères d'éligibilité, le nettoyage du fichier de la paie en province, l'abandon des recrutements abusifs en province. Pendant 3 jours, nous avons, dans une démarche interactive et participative, abordé 12 thèmes touchant aux matières qui façonnent le quotidien. La gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, notre digne et beau pays. Ces 14 thèmes, et non 12, ont été regroupés autour de 6 panels. C'est un grand exploit, un tel exploit n'a été possible que grâce à la discipline, l'assiduité et la participation active qui nous ont caractérisés pendant le déroulement de ces assises. C'est donc sur cette note que je déclare clos les travaux du séminaire atelier sur l'accompagnement de l'élaboration des édits budgétaires et la sensibilisation sur l'assainissement du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État pour les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika. Avant de quitter la province du Lualaba, le vice-ministre du Budget, le professeur Félix Momat, a échangé le 28 août avec le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Mangenzmans, sur les résolutions prises lors de l'atelier des édits budgétaires. Occasion saisie par Richard Mouyej pour féliciter tous les participants à ces séminaires du travail abattu.